Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, super, je vois des hochements de tête. Donc, Déborah Svetojevic, je suis directrice de l'autonomie à l'ARS Normandie. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire sur les CVS. Peut-être un court mot introductif avant d'aller dans le vif du sujet. Comme vous le savez, l'ARS Normandie s'inscrit depuis quelques années dans une volonté forte d'accompagner les établissements à travers de multiples actions et notamment des actions de sensibilisation et de formation sur des thématiques qui sont des thématiques importantes et ou d'actualité dans le champ des personnes âgées ou le champ des personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, nous avons eu l'occasion de vous proposer des webinaires, notamment sur l'évaluation externe, HAS, sur la qualité de vie au travail, prochainement sur la vaccination HPV en établissement PH. Donc vous voyez que les termes sont variés, certains plus généraux, d'autres un petit peu plus précis ou techniques sur des sujets. Et aujourd'hui, on a eu envie de s'attaquer au sujet CVS. Alors pourquoi ce sujet, conseil de vie sociale? Eh bien parce que nous avons eu un certain nombre de remontées qui allaient toutes dans le même sens, à savoir un besoin de clarification sur les objectifs et les attendus du décret du 25 avril 2022. Donc quand je parle de remontées, on a eu à la fois les enseignements de nos inspections sur site, contrôle sur pièce, les remontées également des évaluations externes de la HAS qui nous ont montré que ce point pouvait être un point de fragilité dans les structures. Et puis d'autre part, nous avons également eu des remontées d'établissements qui nous ont sollicité en direct parce qu'ils avaient un certain nombre d'interrogations. Donc, face à ces constats, l'ARS a décidé, en lien avec l'ORS Créaï, que je remercie, d'organiser un webinaire qui vise à vous apporter un éclairage très concret sur à la fois les évolutions législatives et réglementaires qui posent en quelque sorte les nouvelles obligations pour les établissements, euh, qui apporte également de l'information sur les bonnes pratiques et les recommandations pour améliorer la participation des usagers. On sait que c'est un vrai défi pour vous et de pouvoir du coup envisager de discuter ensemble sur tout ce qui était formation, recrutement, visibilité du CVS, parce que derrière, on sait qu'il y a un enjeu d'attractivité aussi. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? On vous propose un format interactif d'1 heure qui va alterner présentation, capsule vidéo avec des témoignages d'usagers et de directeurs d'établissement, quiz rapide pour pouvoir tester les connaissances et puis un espace de questions en direct via le chat. Donc, n'hésitez pas, vous nous écrivez sur le chat et on va essayer de répondre à vos préoccupations. Alors, on a à peu près 300 inscrits qui peut-être vont se connecter petit à petit. Et on en est ravis parce que cette forte mobilisation témoigne de l'existence d'un véritable enjeu pour l'ensemble des acteurs du secteur. Et du coup, à la suite du webinaire, très rapidement, parce que ça, c'est une question qui nous sera sans doute posée dans le chat, on va vous mettre à disposition les ressources. Donc, à la fois le support d'aujourd'hui, les documents, les replays sur le site de l'ARS de façon à ce que vous puissiez puiser dans cette boîte à outils pour mettre en œuvre et pour dynamiser ou redynamiser les CVS dans vos établissements. Voilà, donc je vous souhaite à tous un excellent webinaire et je passe la parole du coup à l'ORS Créaï pour la suite de la présentation. Merci à tous. Merci Déborah. Merci à tous et tous d'être là pendant cette petite heure sur ce webinaire consacré au Conseil de la vie sociale. Comme Déborah l'a dit, le webinaire donc, va être enregistré et disponible dès la première quinzaine de mars sur le site avec un lien avec l'ARS. Vous pouvez utiliser questions-réponses, la barre de conversation. Je suis accompagnée de Cathy Talbot qui va gérer d'une main de maître les questions-réponses Bonjour. au cours de cette petite heure. Hop.
Et je vous propose de démarrer ce webinaire avec des éléments. Oui, tu veux me dire quelque Alors, chose, nous avons Cathy? déjà une première question par rapport à quelqu'un qui travaille dans la protection de l'enfance et qui souhaite savoir si c'est adapté pour ce webinaire. Alors, si vous avez un conseil de la vie sociale ou une instance représentative, vous pouvez rester, vous apprendrez forcément des petites choses. Après, ça va dépendre du type d'établissement dans lequel vous travaillez. Voilà, je te laisse la main. Donc, au cours de cette petite heure, nous allons aborder les obligations, les attendus à la suite du décret du 25 avril 2022. On abordera également les recommandations de bonnes pratiques professionnelles qui est sorti en 2022 sur l'amélioration de la participation des usagers. Et comme l'a dit Déborah, on va ponctuer tout ça de capsules vidéo de retour d'expérience. Alors, j'avance sur le diapo. Et pour démarrer ceci, on va commencer par le rapport relatif aux droits des usagers du système de santé avec une première capsule vidéo de Michel Loisel, qui est le président de la commission spécialisée droits des usagers. Si ça veut. Bon, bonjour, Michel Loisel, je suis le président de la commission spécialisée droits des usagers au niveau de la commission régionale santé autonomie, avec la place de l'usager en Normandie et du représentant de l'usager dans les instances de démocratie sanitaire. Ah, ça va marcher. Alors, le rôle de la CSDU, c'est d'essayer de reconnaître, de rassembler les lieux où il y a un usager, un représentant d'usager dans le domaine de la santé, et par exemple sur l'éducation thérapeutique du patient, par exemple dans les conseils et vie sociale, les représentants de l'usager dans les établissements de santé, et de voir un peu comment chacun travaille et comment il peut évoluer. Et le rôle de la CSDU, c'est de mettre tout ça en valeur, de voir les points forts et les points faibles, pour corriger les points faibles, pour continuer à enrichir la démocratie sanitaire. La Commission spécialisée droits des usagers travaille sur le sujet des CVS depuis de nombreuses années. Mon prédécesseur à la présidence, Jean-Marc Dujardin, avait déjà lancé ce sujet-là et fait venir Jacques Rastoul, qui est un des spécialistes des conseils de vie sociale, notamment dans le département de l'Essonne. Et donc, on a évolué petit à petit, réfléchi, et notre objectif, c'est effectivement de rendre plus vivant la participation des retraités, des personnes âgées qui siègent dans les établissements, mais aussi des jeunes et des moins jeunes dans les établissements handicapés. Je crois que c'était ça notre objectif. Et l'objectif, c'est effectivement d'inter-CVS. Alors, réunion entre les CVS, entre les membres des CVS, que ce soit en personnes âgées, que ce soit en personnes handicapées, pour dynamiser un peu, pour que les gens comprennent qu'ils ont un rôle important à jouer. 30% répondu, et les 30% reflètent exactement, oui, ce que nous imaginions des difficultés des établissements pour mettre en place ou pour faire fonctionner les conseils de vie sociale. L'entrée tardive en EHPAD, les difficultés au niveau des établissements, notamment des établissements handicapés, des jeunes pour pouvoir s'exprimer, et puis l'état de santé, l'état de vieillissement des personnes âgées dans les établissements, qui fait que la participation est un peu difficile. Et puis en fait, quand on a 85 ou 90 ans, qu'on arrive en EHPAD, on a envie certainement d'autre chose que de vouloir participer à la vie sociale de l'établissement. Mais bon, il y a quand même des établissements et des endroits où ça existe, et donc il n'y a pas de raison qu'en Normandie, nous n'ayons pas aussi une vie dynamique dans les conseils de vie sociale, à travers les conseils de vie sociale dans les établissements.
première, c'est d'aider et d'accompagner les directeurs d'établissement pour la mise en place des conseils de vie sociale dans les établissements, pour dynamiser les conseils de vie sociale dans les établissements. Et puis, un des aspects pour cette dynamique, ça va être très certainement d'arriver à cet objectif qu'on s'était fixé il y a 3 ans quand on a été renouvelé, enfin, la nouvelle mandature de la CRSA, qui était de dire un inter-CVS dans chaque département de Normand. Espérons qu'on y arrivera, mais ça va permettre aussi aux membres, aux résidents et aux familles de s'apercevoir qu'un CVS, ce n'est pas uniquement une structure d'établissement, mais que ça peut avoir une ouverture ailleurs. Eh bien, soit dans les familles, des gens qui sont motivés pour faire vivre la vie de l'établissement, la vie sociale de l'établissement, la vie culturelle de l'établissement, mais aussi la gestion de l'établissement, car depuis avril 2022, la gestion de l'établissement fait partie des questions qui doivent être abordées par le CVS, la vie, les travaux et tous ces sujets-là. Donc, permettre aux gens de se dire, d'avoir des outils pour pouvoir poser les bonnes questions dans les CVS. Et puis, essayer aussi de motiver les résidents pour leur dire, restons pas là, et au contraire, le fait d'avoir une responsabilité, de la prendre en charge et de s'apercevoir que c'est utile dans l'établissement, ça peut permettre, ça peut retarder le vieillissement et l'état de santé dégradant qu'il peut y avoir dans un établissement de personnes âgées, notamment. Et je vous propose donc de poursuivre avec les enjeux et les attendus du Conseil de la vie sociale avec donc ce nouveau décret. Quelques rappels d'abord sur le Conseil de la vie sociale. Vous le savez, le CVS est régi par la loi du 2 janvier 2002 pour renforcer le droit des personnes accompagnées. Le décret du 25 mars 2004 a déjà détaillé les modalités de fonctionnement, la composition, les missions du Conseil de la vie sociale. Et on vient toujours dire que le Conseil de la vie sociale doit être un lieu pour favoriser l'expression et la participation à la vie sociale des usagers et des résidents. Et ce CVS a été renforcé donc avec le décret du 25 avril 2022, avec des dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023. Et l'idée de ce décret, c'était de donner davantage la parole aux personnes et à leurs proches. J'en profite parce qu'on a eu des questions en amont de ce webinaire pour rappeler à quel moment le Conseil de la vie sociale est obligatoire et ou n'est pas obligatoire. Le Conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail. Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou le service accueille majoritairement des mineurs de moins de 11 ans, des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire et des personnes aussi relevant des lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements ou services sociaux médico-sociaux. Néanmoins, même si le Conseil de la vie sociale n'est pas obligatoire dans ce cadre-là, toute autre forme de participation est largement recommandée, d'avoir des groupes d'expression, l'organisation de consultations diverses et variées et les enquêtes de satisfaction. Donc, une participation collective ou une participation individuelle sera toujours recherchée, quel que soit l'établissement. Ce qui change avec le décret de 2022. D'abord, le Conseil de la vie sociale va donner son avis et faire des propositions sur les droits et libertés des personnes accompagnées. Bon, ce n'est pas réellement nouveau, par contre, il y a des choses qui se rajoutent. Je vais juste vous rappeler ce que dit le décret. Donc, le Conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service, notamment sur les droits et les libertés des personnes accompagnées, sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socio-culturelle et les prestations proposées par l'établissement ou service, les projets de travaux
et d'équipement, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants, ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge. Donc, il y a des attributions qui existaient déjà, mais il y a un élargissement des avis et propositions qui doivent être émis par le Conseil de la vie sociale. Dans les nouvelles attributions, le Conseil de la vie sociale va être associé à l'élaboration et à la révision de la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance. Donc, il doit être inclus déjà dans le projet d'établissement. Autre attribution, il va être sollicité dans le cadre de l'évaluation de l'établissement ou du service. Et quand je dis sollicité, c'est-à-dire qu'il va être entendu, il va être informé des résultats et il va être également associé à toute mesure correctrice à mettre en place. L'analyse des résultats de l'enquête annuelle de satisfaction, donc on a vu qu'il fallait qu'il y en ait une par an. L'enquête annuelle de satisfaction, elle vous permet, alors je sais, ça revient vite tous les ans, hein, j'en ai bien conscience, mais en tout cas, les enquêtes de satisfaction, elles jouent un rôle important dans le processus d'évaluation continue des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec l'enquête de satisfaction, vous allez collecter le retour des usagers sur la qualité des services, sur la communication, le respect des droits, les conditions de vie, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui mériterait d'être amélioré. L'analyse que vous allez en faire va vous permettre de pouvoir mettre en place des actions sous forme d'un plan d'amélioration de la qualité et de réévaluer chaque année en fait l'évolution sur les différentes thématiques que vous souhaitez aborder. Le Conseil de la vie sociale va donner également un avis sur le plan d'organisation des transports des personnes adultes en situation de handicap bénéficiant d'un accueil de jour. Et le Conseil de la vie sociale peut orienter les demandes d'information ou des réclamations vers les personnes qualifiées, le dispositif de médiation ou le délégué territorial du défenseur des droits. Est-ce qu'il y a déjà des questions Alors, sur la composition, je le vois en même temps, on va l'aborder tout de suite. Ce qui change avec le décret de 2022, c'est que la composition est revisitée. D'abord, le nombre de représentants des résidents et des familles ou des représentants légaux sont toujours supérieurs à la moitié du nombre total des membres du Conseil de la vie sociale. Je vais la relire. Donc, le nombre de représentants des résidents et familles ou représentants légaux toujours supérieur à la moitié du nombre total du Conseil de la vie sociale. Ça, c'est une première chose. En termes de recomposition, on a 2 représentants des personnes accompagnées, un représentant des professionnels, un représentant de l'organisme gestionnaire. En fonction de la nature de la structure, il est possible, évidemment, d'inviter d'autres personnes, représentants des familles, représentants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, représentants des bénévoles, le médecin coordonnateur. En ce qui concerne la représentation des personnes accueillies, donc je vous ai mis le confère dès l'article D311-7, mais je ne vais pas vous laisser tout seul avec ça. Cet article, il dit quoi? C'est que lorsque les personnes accueillies sont dans l'impossibilité de participer directement au conseil en raison de leur très jeune âge, leurs sièges sont attribués aux représentants des familles ou aux représentants légaux. Dans le cas où la représentation des familles ou des représentants légaux n'est pas justifiée en raison de la catégorie des personnes accueillies ou de la nature de la prise en charge, les sièges sont attribués aux personnes accueillies. Autre point, en plus des membres actuels, il est possible d'inviter à titre consultatif et au regard de l'ordre du jour des représentants des communes d'implantation, un représentant du conseil départemental, un représentant de l'ARS, une personne qualifiée représentant du défenseur des droits. On voit avec cette possibilité d'ouvrir à différentes personnes, cette volonté d'ouvrir aussi le conseil de la vie sociale à tout son environnement et tous les partenaires extérieurs. Par rapport au... Oui.
La composition. Il y a plusieurs questions. Là, ça y est, Oui. ça commence à tomber. Donc, pour compléter, alors la réponse est arrivée juste après que la question ait été posée. Donc, pour les mandataires judiciaires, en effet, il est possible de les inviter, mais on est tout à fait conscient de la difficulté de réussir à faire adhérer les mandataires à la démarche et pour venir, vu le nombre de personnes qu'ils peuvent avoir. Donc, l'enquête de satisfaction est-elle obligatoire? Elle doit être faite par le représentant du CVS ou l'établissement. Je peux te laisser répondre à celle-là, Christelle? Alors, elle est obligatoire, il faut que je vérifie, parce que j'ai marqué recommandée. En tout cas, elle est, par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'enquête de satisfaction, si on veut rentrer dans quelque chose d'une amélioration continue de la qualité, c'est quand même un outil qui me paraît indispensable pour voir, d'avoir la satisfaction à l'instant T, les mesures correctives, et puis voir après si la satisfaction a évolué sur tel ou tel point. Elle doit être faite par les représentants du Conseil de la vie sociale ou de l'établissement. J'ai envie de vous dire, c'est un peu les deux. Voilà, c'est pas si évidemment, ça serait bien que ce soit que les représentants du Conseil de la vie sociale. Ça peut pas être que l'établissement, mais en tout cas que ce soit un travail qui soit réalisé en partenariat, ça me paraît intéressant. Pour les questions qui sont posées, on les note et vous aurez une foire aux questions qui sera faite à la suite si ce n'est pas abordé. Donc, si jamais on n'a qu'une réponse partielle, vous aurez les informations à la suite. Ce que je vois par rapport à un représentant de l'organisme gestionnaire, oui, c'est ça. Et c'est un représentant du conseil d'administration, c'est bien un représentant de l'organisme gestionnaire. Voilà. Et puis, donc, pour Madame Bertin, nous avons maintenant également un représentant du CDCA. Je continue sur le fonctionnement. Ce qui change avec le décret de 2022, c'est que, je vais pas trop vite, mais l'établissement du règlement intérieur dès la première réunion. Ça, c'est la nouveauté. Donc, on va l'évoquer après, ce que doit contenir, enfin, des propositions de ce que peut contenir le règlement intérieur. Une réunion 3 fois par an sur convocation du président. L'ordre du jour fixé par le président en lien avec le directeur et il y a une communication 15 jours avant la tenue du conseil et accompagnée des informations nécessaires. Un relevé de conclusion, là aussi indispensable, donc avec une rédaction par le secrétaire de séance, une signature par le président, une validation au Conseil de la vie sociale suivant, la transmission du compte-rendu avec l'ordre du jour. Donc, en fait, on valide, en même temps, on transmet le compte-rendu avec l'ordre du jour. On transmet à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire. Donc, l'instance compétente de l'organisme gestionnaire, entendez vos instances de gouvernance, le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire, la direction générale. Tout ça, ce sont les instances compétentes de l'organisme gestionnaire. Et pour le coup, c'est à vous de terminer en interne, en fait. Et puis à l'autorité administrative, donc qui va être l'ARS, le conseil départemental, etc. La rédaction d'un rapport d'activité, là aussi, donc avec présentation, un rapport d'activité qui va être présenté par le président du conseil de la vie sociale à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire de l'établissement et qui sera aussi transmis à l'ARS. Que contient quoi ? Le règlement intérieur. Donc, je vous le disais, le règlement intérieur, il est élaboré dès la première réunion du Conseil de la vie sociale. Il vient préciser les modalités de fonctionnement, la composition, les procédures de renouvellement de ses membres, les règles de communication, de diffusion, les règles éthiques et de confidentialité. Voilà, ça c'est le règlement intérieur. Vous allez pouvoir rajouter la question des titulaires et des suppléants, j'y reviendrai. Voilà, donc ça c'est le règlement intérieur. L'ordre du jour, il est fixé par la présidence du Conseil de la vie sociale en collaboration avec la direction de l'établissement ou du service. Il peut être composé de l'approbation du PV précédent, du suivi des actions en cours de réalisation, des thématiques principales
à traiter, des points remontés par les usagers ou leurs représentants. L'ordre du jour est communiqué au moins 15 jours avant la tenue de la réunion. Le compte-rendu, le PV, lui aussi le compte-rendu et le PV, et notamment le PV initial, hein, quand on met en place le Conseil de la vie sociale, est à transmettre à l'autorité gestionnaire et à l'autorité administrative. Donc, qu'est-ce qu'il contient? La liste des participants. Et pour chaque point de l'ordre du jour, le résumé des discussions, les décisions prises et les points en suspens. L'idée aussi de ces comptes rendus, c'est de les rendre les rédiger dans un langage simple et compréhensible, hein, pour qu'ils soient appréhendés par tous et d'être transmis rapidement après la réunion. Et le rapport d'activité, donc une présentation à l'organisme gestionnaire et transmission à l'autorité de contrôle une fois par an. L'ARS Normandie a travaillé sur un rapport d'activité type. Vous avez la photo en filigrane et il est tout à fait téléchargeable sur le site de l'ARS. Et donc, Cathy, je pense que tu vas pouvoir mettre le lien dans la barre de chat. Je vais en effet mettre le lien. Tu souhaites répondre aux questions un petit peu plus Je vais tard peut-être finir le règlement intérieur. Je vais finir le règlement intérieur et puis voilà, et l'ordre du jour. Les points clés du règlement intérieur, c'est la composition et le rôle de chacun, donc la liste des membres, personnes accompagnées, familles, professionnels, gestionnaires, la désignation du président et du secrétaire de séance. Il vient préciser les fréquences et modalités des réunions, minimum 3 fois par an, avec une convocation et communication de l'ordre du jour 15 jours à l'avance. Il vient préciser le fonctionnement des réunions, présentation des documents nécessaires avant les réunions, la rédaction et l'approbation des comptes rendus, le respect de la confidentialité et de l'éthique. Il vient préciser les modalités de participation et de consultation, avec le droit des membres à formuler des propositions ou des avis, la consultation obligatoire sur certains sujets, projets d'établissement, enquête de satisfaction, les événements indésirables que je n'ai pas cités mais qui font partie des sujets importants, le suivi des décisions, la mise en place d'un tableau de suivi des actions décidées, la communication des résultats aux membres et aux autorités compétentes et les modalités de modification du règlement intérieur, hein, si nécessaire. Voilà, ça c'est des propositions qu'on peut vous faire comme outil pratique. C'est le minimum qu'il puisse y avoir dans le règlement intérieur. Après, vous pouvez le faire évoluer parce que, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne voit plus apparaître dans le décret la question des titulaires et des suppléants. Donc, vous pouvez vous permettre, dans le cadre du règlement intérieur, de faire apparaître donc cette notion de titulaire et de suppléant. Un petit point sur l'ordre du jour. Donc, pareil, le point clé de l'ordre du jour. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, d'abord, est-ce qu'on approuve le compte-rendu de la réunion précédente et on suit les actions en cours. Suivi des actions en cours, donc est-ce que la mise en œuvre des décisions précédentes, l'état des projets en cours, aménagement, activité, que sais-je, des points proposés par les membres, donc les différentes suggestions des personnes accompagnées, et puis sujet à traiter selon les obligations réglementaires. C'est-à-dire que tout ce qui est révision des règles collectives, l'avis sur la politique de lutte contre les maltraitances, le point sur les événements indésirables et les réclamations, la discussion sur les résultats des enquêtes annuelles de satisfaction, tout ça, ce sont des sujets qui forcément, obligatoirement, seront dans votre ordre du jour. Puis après, des thématiques spécifiques ou urgentes, le plan d'organisation des transports si vous êtes concerné, la collaboration avec d'autres instances si vous êtes concerné, et puis évidemment, le grand classique, questions ouvertes et planification de la prochaine réunion. Alors, je veux bien prendre des questions en espérant qu'on puisse répondre. Alors, je reprends donc les questions. Je viens de répondre à une question directement par rapport à la différence entre les comptes rendus et les PV. Donc, je vous laisse prendre connaissance de la réponse. PV, c'est procès verbal d'installation. C'est les membres du CVS après élection. C'est ce qui arrête la composition du CVS. Un compte rendu, c'est un relevé de décision qui est fait, donc qui est validé à l'issue au cours de la réunion suivante. Alors, avez-vous d'autres exemples pour le représentant de l'organisme gestionnaire? Alors, il va y avoir les conseils d'administration,
l'organisme? Honnêtement, c'est très souvent le conseil d'administration, un membre du conseil d'administration. J'avoue, j'ai pas forcément d'autres exemples. Si des personnes ont d'autres exemples, Pour le milieu EHPAD, donc souvent il y a le conseil d'administration. Pour tout ce qui est milieu handicap, vous avez parfois des organismes gestionnaires qui sont communs à plusieurs établissements. Donc là, vous pouvez avoir un autre exemple, ça va être associatif. Enfin voilà, ça peut être des éléments comme ça. Ouais. Y a-t-il une adresse spécifique pour envoyer les éléments? Si vous parlez des rapports qui doivent être envoyés au sein de l'ARS, je parlais, ou du conseil départemental, il faut envoyer vos documents auprès de la personne qui suit habituellement votre établissement. Donc en général, vous avez un interlocuteur privilégié, deux interlocuteurs privilégiés qui sont un cadre et un référent, donc vous pouvez leur transmettre les documents. En cas de doute, vous transmettez sur la balle direction de l'autonomie, qui est l'adresse générique. Néanmoins, à éviter, enfin, vous pouvez, mais à éviter parce qu'il y a beaucoup de mails qui arrivent sur cette boîte-là et ça ne met pas le même temps. Existe-t-il une trame pour le rapport d'acte? Eh ben, je l'ai mis juste en dessous, donc ça c'est bon. La validation du règlement intérieur. Ça va être décidé lors du CVS et validé par le CVS. Alors, le compte-rendu doit être transmis de manière rapide après la réunion, mais validé lors de la prochaine réunion. Alors, pour les comptes rendus que vous transmettez à l'ARS, vous pouvez, de mon point de vue, attendre qu'ils soient validés et arrêtés lors de la prochaine réunion. Après, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes qui suivent votre établissement pour savoir ce qu'ils préfèrent aussi. Mais l'idéal étant d'avoir un compte-rendu signé. Donc ça, j'ai répondu. Christelle, je te laisse répondre à celle-là parce que je suis moins sûre de moi. La diffusion du compte-rendu en cas de diffusion de compte-rendu post-CVS, et étant donné que ce n'est approuvé que au CVS suivant, comment est-ce qu'on diffuse aux résidents sans attendre les 3-4 mois? C'est une bonne question. Après, c'est du bon sens, hein, Oui, après, je pense qu'effectivement, la réponse qui a été donnée, nous diffusons le compte-rendu juste après la tenue du CVS, nous l'approuvons au CVS suivant, ça ne change pas, lequel peut éventuellement donner lieu à un compte-rendu modificatif. Oui, ça marche en fait. Évidemment, on ne va pas forcément attendre, mais en tout cas, il faut que ce soit le plus fluide possible pour vous. Mais en tout cas, il y a bien un circuit de validation à respecter. Alors, il y a des phrases qui ne sont pas des questions, donc je laisse la personne Euzen et Eunon, résidence autonomie, directeur de CCAS qui... Oui, en fait, c'est parce qu'en fait, ils Ah répondent à la oui, question de savoir oui, d'accord. qui pouvait être représentant de l'association, enfin de l'organisme gestionnaire. Après, honnêtement, ce sont des choses que vous devez voir en interne. Voilà, c'est l'organisation en interne qui est mandatée pour représenter l'organisme gestionnaire au sein du Conseil de la vie sociale. Donc, effectivement, en fonction de quelle association, grosse association, petite association, pas du tout association. Vous allez, parce que j'ai vu qu'il y avait le président, le directeur du CCAS, ça peut être aussi, ça peut être quelqu'un d'autre, mais voilà, c'est à vous de voir en fonction de vos organisations qui est la personne qui peut le mieux le représenter l'organisme gestionnaire. Alors, je vais tout de suite vous annoncer, j'en suis désolée, que je vais essayer de répondre aux questions au fur et à mesure de la présentation de Christelle. Néanmoins, on va dépasser le timing déjà parce qu'il est moins le quart. Ouais. Et donc voilà, donc nous prenons les questions. Il y aura une foire aux questions qui sera faite à la suite. Ne vous inquiétez pas, j'essaye de répondre en temps réel au maximum. Je continue du coup sur l'évaluation des établissements et services et la question du conseil de la vie sociale. Donc en fait, dans le cadre de votre évaluation, il y a forcément une rencontre à prévoir avec les membres du conseil de la vie sociale lors de l'évaluation pour favoriser ce croisement des regards. Et pour l'évaluateur, en fait, ça permet d'apprécier les différents aspects du fonctionnement de l'établissement. Alors toujours les mêmes thématiques, bien évidemment, la qualité de l'accompagnement, la participation des personnes,
l'avis sur les évolutions proposées au sein de l'établissement, voilà, donc comment circulent les informations, etc. Et je vous ai mis, sans forcément vous faire une lecture de différents critères, les critères qui sont concernés en fait par rapport au lien évaluation et conseil de la vie sociale, et vous verrez que ceux qui sont en italique en bas de page, le 3.12.2, le SMS communique sur le traitement des plaintes et réclamations aux parties prenantes, pour ne citer que celui-là, ce sont des critères impératifs. Ce qui fait que si la note n'est pas correcte sur chacun de ces critères, il y aura forcément la nécessité de produire un plan d'action de remise en conformité et donc de s'engager, de le mettre en œuvre selon les échéances que vous aurez définies. Je passe notre petite vidéo donc avec Madame Lost, qui est représentante des familles au sein du DME du Pays de Bayeux, et Maëva Lehoux, qui est présidente du CVS au DME Pays de Bayeux. Bonjour, je m'appelle Maëva Lehoux, je viens du DME Pays de Bayeux, ça fait 6 ans que je suis sur le DME, suivi du DME. Je viens du service pré-adulte, on m'a élue présidente du CVS. Tout se vient très bien. Bonjour, je m'appelle Yasmine Host, donc moi je suis représentante des parents d'élèves depuis maintenant 5 ans, c'est ma 5e année. J'ai voulu intégrer, donc devenir représentante des parents d'élèves, parce qu'à la base je ne savais pas ce que c'était qu'un DME. Donc lorsque ma fille a intégré l'établissement, je voulais découvrir ce que c'était qu'un DME et surtout connaître le fonctionnement en fait de cet établissement. Alors du coup, comme la maman d'Aleina, je voulais savoir ce que c'était le CVS. Après, je me suis élue parce que j'aimais bien l'évaluation du DME et je me suis représentée comme la présidente du CVS. Mes missions, ça serait de parler avec les jeunes, ce qu'ils veulent au DME. Si c'est possible, j'en parle au CVS. Et en tant que parents d'élèves, nous sommes un peu les garants des bonnes pratiques. Donc nous sommes ici pour demander de temps en temps des explications, donner notre avis sur certains sujets. Et nous sommes là aussi pour être force de proposition. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, le rôle d'un parent d'élève. On a mis en place un CVS exceptionnel durant les 2 jours d'évaluation. Donc le CVS s'est déroulé comme d'habitude en fait. On s'est tous installés. L'évaluateur était avec nous. Donc dans un premier temps, il était là pour observer. Donc nous avons fait notre réunion. Et à la fin du CVS, l'évaluateur nous a gardé les parents. Donc ils nous ont posé des questions, donc c'est vraiment des questions bien précises. l'évaluateur est venu sur notre groupe, avait posé quelques questions. Les questions, c'était évidemment qu'est-ce qu'on fait sur le service, si on est accompagné ou pas. On a pu répondre simplement aux questions. Alors nous, on nous a posé plusieurs questions. Donc il y avait des questions sur la bienveillance, la participation des parents au sein du DME. On nous a également posé certaines questions comme si on avait connaissance de tous les événements indésirables du DME, ou alors si on avait accès facilement au compte du DME.
Voilà, c'était les principales questions. Ça m'a pas posé de problème vu qu'au quotidien on pose des questions sur le DME, qu'est-ce que c'est le DME ou le CVS. Du CVS, déjà, je trouve ça très intéressant de faire participer les parents. Donc, on parlait de cette question de participation. Donc là, c'est un exemple. Donc, et ce que j'ai retiré de cette évaluation, c'est que notre CVS, il fonctionne très bien. L'évaluation nous a permis de mettre en avant des axes d'amélioration. Donc sur des sujets qui n'étaient pas forcément traités ou alors pas forcément approfondis. Donc par exemple le sujet de pouvoir consulter les comptes du DME ou alors avoir connaissance des événements indésirables. Donc voilà, je pense que toute évaluation est bonne à prendre et c'est comme ça qu'on s'améliore au quotidien. Je poursuis. Je vais continuer parce que peut-être qu'il y a les réponses aux questions que je viens de voir apparaître. On va pouvoir y répondre au fur et à mesure de la présentation. Alors oui, le président du CVS, comme on peut le constater avec Maëva Lehou, elle est mineure. Donc, sur le guide HAS, améliorer la participation des usagers, différents points. Alors, je n'ai pas forcément rentré dans tous les détails de la recommandation puisque l'heure tourne et on a encore quelques capsules à vous montrer. Sur l'amélioration de la participation des usagers, plusieurs niveaux. Donc, il y a améliorer le fonctionnement des instances, notamment les élections. On va le voir avec une des présentations, comment est-ce qu'ils ont réalisé leurs élections avec une boîte à voter. La composition, le fonctionnement, l'ordre du jour, en fait, il faut imaginer tout de suite davantage une co-construction systématique de ces différents outils, ordre du jour, règlement intérieur, ce qui permet de favoriser la participation. Et, de créer aussi un environnement propice à la participation aux instances, donc préparer les réunions, être vigilant sur les horaires. Donc ça, c'est à voir en fonction de votre organisation. Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit le soir ou au contraire, il vaut mieux que ce soit l'après-midi? On aurait pu, par exemple, imaginer que pour qu'il y ait plus de parents, il valait mieux que ce soit le soir, mais en fonction des difficultés des personnes qui représentent les autres résidents, mais il vaut mieux que ce soit à 14 heures. Voilà, donc c'est des choses que vous devez trancher en interne. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vraiment créer cet environnement propice au regard de votre organisation. L'appropriation des comptes rendus et suivre la mise en œuvre des décisions. Donc, on verra aussi l'appropriation du compte rendu. Comment est-ce alors vous allez voir avec différents exemples qui vont être cités, présentés après, mais ça peut être de recréer des temps de partage pour faire part des comptes rendus et des décisions du Conseil de la vie sociale. Je vais vous passer deux vidéos. La première, qui est la Maison de Jeanne, qui est un EHPAD à Villers-Bocage, donc avec Élise Gambier, directrice de la structure, et Bernard Quedeville, le président du Conseil de la vie sociale. Et vous allez voir un peu comment ils ont essayé de mobiliser les personnes pour qu'ils puissent participer au Conseil de la vie sociale. Je suis le président des 180 résidents. Bonjour, depuis 4 ans. Élise Gambier, donc moi je suis la directrice de la Maison de Jeanne. Parce qu'on m'a demandé. Qui vous a demandé? Ah, d'accord. Okay. Alors, oui, c'est vrai que M. Quedeville, c'est son deuxième mandat. Donc, c'est vrai que. Mais sur le premier. Allez, je vais continuer. Ok. Ouais. Vous êtes quand même très intéressé pour parler des choses et puis participer à la vie de la maison. Vous portez beaucoup
les projets de la maison. Tout à l'heure, il a souhaité vous accueillir. Voilà, Monsieur Queudeville, c'est quelqu'un qui représente les habitants et qui est tout à fait bien dans ce rôle-là. Donc évidemment, c'est un bon président. Eh bien, on se réunit régulièrement ici, au grand salon. Il y a toujours du monde parce que le personnel s'occupe des gens pour aller les chercher, les faire venir ici. On est toujours assez nombreux. Donc, certains posent des questions. Il est ouvert à tout le monde. Donc on invite largement ceux qui nous ont précisé qu'ils voulaient venir, mais on invite aussi tous les nouveaux habitants et également leurs familles. Donc c'est vrai qu'on ouvre largement au-delà des membres élus de façon à toucher un maximum de personnes.